Au milieu de l'émeute, une vrotte blessée se demande désespérément pourquoi les humains et les démons doivent se tuer, réfléchissant à ce qui les rend vraiment différents. Pendant qu'il est tordu, une Mora court vers lui en pleurant, le serre de toute sa force et crie son nom en larmes. Parmi les décombres, des étincelles et des ruines apparaissent une Mora très imposante qui tend entre la poussière en tant que Shinigona. Marcher avec un visage sérieux, avec un vibreur froid et déterminé, entouré d'énergie et de choses flottant. Grâce à la fumée, un enfant la voit avec ce que la baise. Il la reconnaît instantanément, disant « Kongu », tous sortis de la vague tandis qu'un Jack s'approche, annonçant l'arrivée de quelque chose ou quelqu'un de bon salaud. Le Vato, tous agités mais déterminés, lance une technique de combat concentrant la magie dans le poing. Le démon l'observe, surpris et avec un regard de respect, comme si ce qu'il voyait était beau et puissant. Elle se rend compte du pouvoir de l'attaque et pense que cette luminosité magique doit être parce qu'il est un héros, comme prévu de quelqu'un comme lui. Pendant le combat, le héros note que ces techniques dépassent déjà la différence entre les arts martiaux et la magie. Bien qu'il doute que s'il est toujours logique de se battre, souvenez-vous de sa mission, éliminer les menaces contre l'Empire. L'ennemi se révèle le roi démon et se tient contre Sato Konumi, indiquant clairement que le combat est inévitable. La femme démoniaque rappelle au héros la promesse qu'il a faite pour éliminer l'écart entre les humains et les démons, et se demande s'ils pouvaient vraiment se comprendre. Le héros réagit fermement, croyant que, même si cela prend du temps, la coexistence entre les deux mondes est possible. Il dit qu'il veut proposer la paix parmi les royaumes et que son amie, la princesse d'Elsin, accepterait sûrement, car elle a toujours cherché des solutions paisibles. Il mentionne également le saint qui a été invoqué il y a un an, quelqu'un qui est de son côté depuis lors, lui donnant plus de force pour croire à la réconciliation. La discussion est animée lorsque la femme démoniaque accuse les humains d'avoir envahi leur territoire. Elle se demande également pourquoi ils se battent. Alors que le héros insiste sur la proposition de paix, un troisième personnage observe tout de l'ombre, se demandant s'il y a toujours une réelle intention de comprendre, même si tous sont prêts pour les trancas. Le protagoniste se souvient qu'il a été invoqué dans ce monde il y a un an, sans savoir qui l'a appelé ou quoi. Ils en mangent presque des monstres, mais ont été sauvés par Anna dans une expédition. À partir de ce moment, il a pris soin de lui. Maintenant, il se rend compte qu'il ne peut plus continuer en fonction des autres et qu'il doit trouver le chemin du retour sur Terre par lui-même, devenant plus fort. Rappelez-vous quand Anna l'a présenté à Elfa Sinari, qui lui a appris à se battre. Sinaria a vu son potentiel magique et sa force intérieure, mais il l'a également averti qu'en période de panique, sa vision s'est limitée. Bien qu'il vit dans un monde vissé par la guerre entre les humains et les démons, elle ressent également la tristesse de cette émeute sans fin et recommande de séjourner dans le château. Mais il ne peut ignorer l'espoir de la paix que la princesse a le prota. Il admet que les gens sont ceux qui sauvent des vies. Il décide de devenir plus fort et, peut-être, de devenir un vrai héros. Avec peur de perdre leurs proches, le prota décide de se battre pour mettre fin à la guerre. Bien qu'il sache que personne ne sera satisfait de cela, il traite de ce combat comme le précédent. Décision, la confrontation finale est préparée, où un seul gagnera. Juste au moment où tout est sur le point d'exploser, le prota libère une quantité brutale de magie qu'il avait gardée jusqu'à la dernière seconde. Le pouvoir de l'attaque laisse ses ennemis sous le choc en réalisant qu'il n'avait jamais libéré autant d'énergie au milieu de l'impact. Il se lance avec tout dans un dernier effort après le tremblement de la bataille. Une silhouette déchue supplie le prota de mettre fin au conflit avec sa mort, offrant son dernier souffle pour mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, quelque chose de bizarre attire l'attention du héros. Une présence sombre apparaît parmi les décombres, indiquant clairement que le combat ne s'est pas complètement terminé. Après tout ce chaos, le démon a soulagé et étend sa main au héros, reconnaissant son attitude. Il croit qu'Anna aurait fait la même chose si elle était à sa place. Malgré la tension, l'environnement se détend, et bien qu'il l'appelle naïf, elle accepte le geste, marquant un moment de réconciliation et de respect mutuel. Le héros active un sort puissant, entouré de symboles légers et magiques qui se développent de tous les côtés. Le démon l'observe en silence, surpris et ému par l'intensité du moment pendant qu'il se tient ferme à ce qui arrive. Parmi toute cette magie, le prota commence à remarquer quelque chose de bizarre autour de lui. Confus, essayer de comprendre ce qui se passe jusqu'à ce qu'une figure apparaisse devant lui. Parler avec familiarité et gratitude. Surpris, reconnaissez la voix et demandez si Anna est vraiment. Elle apparaît devant tout le monde, déclarant que grâce à l'effort du héros, la guerre a été gagnée. Il dit que le roi démon sera éliminé, scellant la victoire. Mais le héros est froid de voir la froideur avec laquelle il le dit, arguant que son ennemi ne peut plus se battre. Il refuse d'accepter un massacre, même s'ils ont gagné. Anna, avec une expression glacée, remercie ses efforts et dit qu'il est temps de dire au revoir. Bien qu'il soit épuisé, il décide de soulever une barrière magique pour contenir le feu qui pourrait tuer tout le monde. Sans chance de s'échapper, le héros est paralysé et elle demande combien de temps reste comme ça. Le prota explose,
se sentant utilisé et trahi par ceux qui considéraient sa boussole, en pensant à toute la lutte qu'il vivait avec la guerre. C'est inutile. Bien qu'il soit toujours vivant, le démon est planté de mots durs et l'encourage à continuer de se battre, lui rappelant qu'il est vivant, que ce n'est pas un objet jetable et qu'il doit aller de l'avant même si la vie est difficile. Prota avoue qu'il ne l'a jamais vu comme un ennemi. Je pensais qu'ils étaient similaires. Émue, elle admet qu'elle a combattu dans l'espoir qu'ils pourraient être amis. Ils partagent un moment sincère, démontrant que, malgré le conflit, il y avait une compréhension et un respect entre eux. Sachant ce que vous devez faire, le Prota se prépare à agir. La femme démoniaque, inquiet, lui donne un vêtement avec une protection magique, insistant sur le fait qu'elle l'a. Elle explique qu'elle a encore de la magie. Assez pour avoir une chance minimale de survivre et prier pour qu'il s'en occupe avant qu'il ne soit trop tard. Le héros, déjà faible, rend son dernier ordre. Il supplie également et laisse le reste de la mission entre ses mains. Y compris la découverte des véritables intentions d'Anna. Avec des larmes aux yeux, il fait face à son sacrifice comme sa dernière bataille. Alors que le héros fait face à la destruction, Anna le regarde froide, disant qu'il ne pourrait jamais s'entendre avec quelqu'un inférieur à elle. La scène contraste sa cruauté avec le sacrifice du protagoniste, laissant la question sombre sur ce qui arrive à quelqu'un trahi par ceux qui ont le plus fait confiance. Le héros se réveille dans un endroit calme immergé dans des eaux cristallines, surpris que toutes ses blessures soirées confuses regardent autour de lui sans reconnaître où il essaie de comprendre comment il a survécu et où il s'est terminé après tout ce qui s'est passé encore confus. Le héros est surpris d'être embrassé par une femme inconnue, à peine éveillé, il se rend compte qu'il n'est pas seul et que quelqu'un a pris soin de lui pendant la récupération. Il apprend qu'il a été sauvé par Clarissa, la femme de chambre du roi démon. Elle explique qu'en le protégeant, elle a été piégée dans les flammes avec lui. Les deux sont restés entre la vie et la mort, mais ont survécu grâce aux propriétés de guérison du lac. Soulagé, Clarissa, il admet qu'il a risqué tout à cet endroit pour le sauver. Le héros se réveille complètement récupéré et calme pour savoir que le roi démon va bien, avec seulement des blessures mineures grâce à sa protection. Clarissa vous remercie sincèrement pour vos efforts. Bien qu'il ressent toujours de la douleur, il confirme que sa magie est en parfait état. Mais quelque chose d'inattendu le surprend. Soudain, il s'allume pendant que Clarissa se remet toujours déjà vêtue de son uniforme de femme de chambre qui l'impressionne pour la rapidité. Malgré le moment léger, il ne pense que à quel point tout cela est étrange. Le héros atteint la capitale impériale appelée Kusunagi, où se trouve le manoir du roi démon. Impressionné, notez que le nom est japonais, quelque chose de bizarre à Stalia. En explorant le marché avec Clarissa, essayez de mieux comprendre le nouvel environnement et le sens de ce nom de famille. Rencontre le roi. Diable, la voyant en bonne santé et sauve, elle se sent soulagée. Elle le salue gentiment, le remerciant de l'avoir sauvé et de lui avoir permis de l'appeler par son nom. Surpris par un tel traitement, demandez pourquoi ils sont techniquement ennemis. Elle répond naturelle, vous êtes le héros qui m'a sauvé. Si simple. Il lui dit qu'à partir de ce moment, il vivra dans le manoir du roi démon et doit se sentir chez lui. Clarissa sert du thé, mais le doute dans la consommation d'alcool. Sucy, elle dit franchement que l'empoisonner serait désormais inutile et garantit qu'elle a préparé la boisson. Malgré cela, il se sent mal à l'aise avec la situation. Pendant le discours tranquille, le héros révèle qu'il fait plus confiance à Clarissa parce qu'elle a pris soin de lui quand elle était faible. Le Demon King commente avec un peu de zèle sur cette confiance. Bien que le moment soit calme, le héros change son ton et interroge Léon sur ses vrais objectifs et ce qui s'est vraiment passé dans le passé, indiquant clairement qu'il cherche toujours des réponses. Dans le discours, il découvre que lorsqu'Anna il a mis une barrière pour le séparer du roi démon, Clarissa a tenu ses alliés à l'extérieur. Léon précise que Sinaria et Truss ne le trahissent pas, qu'ils ont réellement essayé de le sauver. Mais ils ont été piégés par la princesse traître et ont été immobilisés et kidnappés. Le roi démon explique que le roi n'a pas diffusé de fausses nouvelles sur sa mort, disant que le héros l'a tué dans un acte de sacrifice. Cette guerre a fait une pause et établi une trêve. Alors que le héros flottait entre la vie et la mort pendant 2 semaines, elle a prié pour son retour. Maintenant, il révèle son plan de fabrication d'une nation multiculturelle qui accepte tout le monde quelle que soit sa race. Pour cela, il demande au héros de prêter sa force car il sera nécessaire de vaincre ceux qui résistent au changement. Léon dit que l'Empire veut coexister avec les humains, mais la princesse Anna fait la promotion d'un plan pour exterminer tous les démons. Admettant qu'il n'a pas assez de force pour gagner maintenant, Léon demande de l'aide au héros soupçonne ses intentions en train de le manipuler. Mais elle jure sincèrement qu'elle ne fera rien contre sa volonté, faisant appel aux souvenirs de ses ancêtres et de sa mère. En écoutant des promesses comme celle-là, ce qu'Anna a également fait avant de la trahir, le héros est rempli de méfiance. Dans un moment tendu, essayez d'utiliser la magie. Mais il est surpris de découvrir que ses pouvoirs ont disparu. Léon et Clarissa sont également surpris sans comprendre ce qui s'est passé. Tout en faisant face à la réalité qu'il a perdu sa magie, sans pouvoir et à se sentir inutile,
Le héros se reflète en silence sur tout ce qu'il a perdu. Reconnaissez que pour protéger les autres et remplir votre mission, vous avez besoin de force. Bien que Léon dit qu'il puisse manquer de combat, il sait que ce n'est pas suffisant. Tout en regardant la nuit perdue dans leurs pensées. Quelqu'un s'approche de Silencieux et l'appelle tôt le matin. Le héros est surpris par une visite inattendue, semble une timide et décontractée à sa porte. Elle demande à entrer en laissant le héros curieux et confus sur pourquoi elle arrive à ce moment-là. Et dans ces circonstances, l'elfe lui dit qu'il pourrait y avoir un moyen de récupérer sa magie. Demandé s'il veut toujours se battre, bien qu'il ait peur d'être à nouveau trompé, il admet qu'il veut cette occasion de ne pas se venger, mais de ne jamais se sentir impuissant. Le héros précise qu'il ne cherche pas à se venger. Malgré la trahison, en arrière-plan, il croit toujours qu'Anna avait une raison d'agir comme ça. Ému par ce sentiment, il décide qu'il a besoin du pouvoir de ne pas se venger, mais d'avancer et de découvrir la vérité de ses propres yeux. Le LF révèle qu'il existe un moyen de partager la magie entre deux personnes, mais nécessite une connexion intime. Surprise et inconfortable, le héros refuse de le faire uniquement pour le pouvoir. Il dit qu'il ne le ferait que s'il y a de vrais sentiments impliqués, montrant du respect et de la considération pour elle. Le lendemain matin, Clarissa se réveille à côté d'Azado, visiblement désolé, se souvenant de la nuit précédente. Il essaie de parler mais est nerveux parce que c'était sa première fois. Roty, calme, répond naturel. Montrant que les deux partagent l'expérience. L'atmosphère est un peu inconfortable mais aussi intime parmi eux. Alors que Clarissa semble réfléchie et timide. Roty se sent clairement que sa magie est passée à son corps. Elle explique que bien que le transfert de magie puisse être instable pour les autres, lui, qui était sans magie pendant un an, s'adaptera facile. Maintenant, il sent cette nouvelle énergie qui coule en lui. Azado demande pourquoi Clarissa a fait tant pendant le court laps de temps qu'ils ont passé ensemble. Elle révèle qu'elle le connaissait déjà avant parce que le roi démon lui a ordonné d'enquêter sur le héros qui est apparu dans le royaume. Surpris, Roty se rend compte qu'elle l'avait déjà observé, expliquant sa familiarité et son dévouement. Clarissa se souvient que même pendant la guerre, le héros n'a jamais tué de démon, une décision difficile qui nécessite de la valeur. Admirant la bonté qu'il a montrée dans la bataille, quelque chose qu'elle pense qu'elle n'a pas, explique qu'elle a aidé non pas par l'obligation, mais pour soulager sa douleur. Partager la magie n'était qu'une conséquence de ce sentiment. Il l'apprécie sincèrement, reconnaissant sa bonté. Clarissa, distraite et rêveuse, est confrontée à son cousin, qui remarque son comportement étrange. Bien que Clarissa ne semble pas blessée, son bonheur visible soulève des soupçons. La prime insiste sur le fait qu'il cache quelque chose, lui rappelant qu'ils sont des primes et ont grandi comme des sœurs, exigeant l'honnêteté. La prime confronte Clarissa après avoir remarqué son attitude étrangère, la pressant, découvre qu'elle a effectué un rituel pour partager la magie avec Azad qui impliquait une connexion intime. Le cousin de Clarissa est surpris et devient jaloux, voyant cela comme une victoire personnelle de Clarissa, qui essaie de justifier que ce n'était pas le cas. La situation devient inconfortable et émotionnelle pour les deux. Clarissa indique clairement qu'il ne considère pas sa relation avec le Roty comme quelque chose de romantique. Son seul désir est de l'aider à récupérer sa magie, même si cela joue dans son monde. Elle accepte les conséquences sans hésitation, montrant qu'elle ne veut pas être un fardeau pour lui. L'ami d'enfance de Clarissa se reflète silencieusement le geste de la fille. Il se rend compte que bien que Clarissa dise que ce n'était que pour la magie, le rituel était quelque chose de profond, comme un mariage dans le passé. Il reconnaît que Clarissa a agi pour le véritable amour sans rien attendre en retour et se sent surmonté. Pourtant, vous voulez que Clarissa soit récompensée pour son dévouement. Roty se prépare à s'entraîner ou à se battre. Maintenant, il porte son propre uniforme de bataille. Leur look déterminé et leur posture confiante montrent qu'il est prêt à aller de l'avant avec sa nouvelle force. Le résultat du pouvoir qu'il a reçu. Roty commence à s'entraîner avec un guerrier expérimenté et une bonne vague. Malgré son apparence détendue, ce type est l'un des 4 généraux impériaux. Quelqu'un qui a déjà fait face à un Roty plusieurs fois. Il montre la confiance dans le Chavo et l'accepte comme un allié naturellement, ce qui surprend le Roty. Pendant l'entraînement, le guerrier loue le comportement Roty en guerre. Il reconnaît sa justice et qu'il n'a tué aucun démon. Sans ressentiment, il montre le respect des circonstances Roty. Ensuite, l'entraînement physique devient intense et Roty commence à libérer une aura d'énergie puissante. Montrant des progrès, le guerrier est impressionné par la quantité absurde de magie qui a Roty. Il se demande comment une femme de chambre simple comme Clarissa peut avoir autant de pouvoir magique. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait récupéré sa magie, Chavo échappe à la question, clairement désolé, demandant de ne pas entrer dans les détails. Dory n'a pas conseillé à Azado d'être fort et lui rappelle que les combats sont meilleurs que de manquer de réaction. Reconnaissez que la puissance qu'il a maintenant est comparable à celle du Maozama et l'encourage à l'utiliser pour protéger des vies et augmenter leur influence, rôtissant sincèrement, reconnaissant la valeur du soutien et de la confiance, quelqu'un observe la bataille avec l'attention et, dans un moment tendu, pense, indiquant qu'une attaque rapide et dangereuse est sur le point d'arriver. L'image montre une feuille en coupant l'air et l'armure d'une personne battue ou presque croisée, suggérant l'impact imminent d'un coup puissant. L'attaque atteint presque Azado, qui parvient à se lancer sur le côté et à esquiver. L'épée frappe le sol avec force,
effrayant tout le monde. Lui et Doria sont confus et bouleversés par la situation soudaine. Peu de temps après, une oreille apparaît dans le coin, indiquant que l'attaquant est sur le point de se rebeller. Une fille du loup apparaît soudainement, interrompant l'entraînement rôti. Il est présenté comme Elizabeth Roana, l'un des 4 généraux du Unified Tribe of the North et défie le rôti à combattre, montrant leur lame avec fermeté et détermination. Elizabeth est pleine de rage et révèle sa haine envers les humains. Bien que Doryuino la contient, il insiste pour se battre avec Rost, à déménager à cause de ne pas avoir aidé à une bataille précédente. Ses regrets la poussent à agir impulsivement. Déterminé à démontrer sa valeur, Rost confronte Elizabeth fermement, lui disant que s'il déteste tellement l'Empire, il devrait simplement partir. Mais il est clair qu'il ne peut pas. Il peut faire de même parce qu'il se sent redevable à Léon, qui l'a aidé. Malgré l'hostilité d'Elizabeth, il décide de rester. Ému par la gratitude, Elizabeth admet que beaucoup de sa race n'acceptent pas qu'elle reste dans l'Empire parce que tout le monde ne pense pas comme Léon. Malgré sa colère, le rôti ne peut pas éviter de sourire quand il se souvient de la fille qu'il a aidée, ce qui irrite encore Elizabeth. Elle refuse de revenir en arrière, même après qu'il ait. Ils avertissent que ça s'arrête. Ils insistent pour affronter Azado, ignorant qu'il est sous la protection directe du Maozama. La tension augmente, mais Roti ne observe que silencieuse tandis que Doryuina essaie de calmer la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Doryuina permet à Elizabeth de se battre avec du Roti tout en arrêtant le combat si elle devient dangereuse. Mais Elizabeth, consommée par la rage, ignore l'avertissement et se prépare à attaquer avec pleine force. Déterminé à l'éliminer, Roti accepte la responsabilité et se propose comme votre adversaire sans hésitation. Il décide de faire face à Elizabeth non pas pour la haine, mais pour se comprendre et ce qu'il veut protéger. Bien qu'il ne sache pas qui ou ce qu'il combattra à l'avenir, il refuse d'être manipulé et réaffirme sa volonté de se battre pour son propre choix. Alors qu'il cherche toujours un chemin de retour et un avenir paisible entre les humains et les démons, Elizabeth et Roti sont jetés avec toute la force. L'affrontement, déjà inévitable, marque le début d'un combat direct entre 2 guerriers avec des raisons différentes, mais déterminés à défendre leurs idéaux. Elizabeth load, brandissant une arme lourde. Liste pour faire face à du Roti en combat direct. Elizabeth attaque avec une vitesse surprenante, malgré l'utilisation d'une épée lourde. Roti parvient à peine à suivre ses mouvements. Surpris par sa force et son agilité, le combat s'intensifie rapidement. Pendant le combat, Roti est surpris de réaliser qu'Elizabeth se bat avec une vitesse et une force absurdes sans utiliser de magie. Elle le presse avec des attaques féroces et agiles, le forçant à revenir tout en essayant de comprendre à quel point il est vraiment puissant. Elizabeth donne un fort coup direct, surprenant Azado, qui avait jeté son épée. Bien que ce soit une épée, il est obligé de se battre avec ses poings, pressé par la force brute et la détermination de la fille, qui ne lui donne pas de repos. Elizabeth lance une séquence brutale de coups de pied et de coups de poing, le jetant au sol sans pouvoir réagir. Sa force impressionne. Et il est clair que le vrai pouvoir des membres de la tribu des loups n'est pas dans les armes, mais dans leur propre corps utilisé comme arme mortelle. Hazard explique qu'il utilise une épée par considération, car Elizabeth se rétablit toujours. Il révèle que la magie qu'il utilise est simple, mais inégalée. Il s'applique directement à son corps pour le renforcer en faisant un flux d'énergie magique en interne. Bien qu'il soit plus fort que l'acier et capable de résister à des explosions ou des coupes puissantes, il admet que son contrôle reste instable car il ne s'est entraîné qu'un an. Azado reconnaît que cela ne pouvait pas suivre les mouvements d'Elizabeth. Maintenant, grâce à la magie de Clarissa, qui est plus puissante et de meilleure qualité que sa vieille magie, elle peut lui faire face. Cependant, il note également qu'Elizabeth a déjà renforcé tout son corps et exacerbé ses sens, faisant le combat le plus difficile. Pendant la bataille, Roti ne sait pas à quel point c'est vraiment fort, je n'avais jamais contrôlé autant de magie. Malgré l'intensité, il doute directement Elizabeth. Elle le remarque et le cause. Demandez s'il a tellement peur de se blesser et de lui rappeler qu'il est un héros. Elizabeth saute avec son épée géante et déclare que peu importe la force de son rival, cela n'a pas d'importance parce qu'elle n'est pas humaine. Lorsque vous donnez un coup dévastateur, le sol se brise sous l'impact, révélant sa force monstrueuse. Elle a l'air Roti avec un look confiant et déterminé. Konami concentre sa magie dans le poing et lance un coup puissant chargé d'électricité à l'estomac d'Elizabeth. L'impact a été brutal et instantané, les yeux d'Elizabeth s'ouvrant surpris par la force, clairement ébranlés. Elizabeth récupère du coup d'état et reconnaît que Konami est vraiment fort, digne de quelqu'un qui s'est battu contre le roi démon. Il admet qu'il doit se battre plus sérieusement et dit qu'au début, il prévoyait de terminer le combat rapidement, laissant Konami souffrant d'un bon moment. Mais lors de la préparation à modifier votre posture. Sentez quelque chose de bizarre. Il sent la magie de Clarissa provenant de lui, ce qui la rend suspecte. Elizabeth révèle qu'il considère Clarissa comme un rival qu'il devrait surmonter, ce qui surprend Konami. Il essaie de changer le sujet, mais elle insiste. Si Clarissa est impliquée avec lui, alors elle ne perdra pas. Pendant ce temps, Clarissa observe et pense aux paroles d'Elizabeth, déduisant qu'ils ont déjà traversé le champ de bataille, expliquant cette rivalité inattendue. Elizabeth commence à presser Konami en pleine force.
La suspicion de l'origine de la magie qu'il utilise convaincu qu'il cache quelque chose décide de prendre la vérité en force. L'intensité de son attaque casse le sol. Et préparer un coup destructeur, concentrant toute son énergie magique en un seul coup brutal. Quand Elisabeth lance son attaque avec tout, Konami active sa magie, enveloppant son bras dans l'électricité et bloquant le coup. L'attaque brise son épée, laissant Elisabeth surpris et secoué par la différence de pouvoir auquel il ne s'attendait pas. Le combat est interrompu après que l'épée d'Elisabeth a été détruite et l'arbitre déclare le duel terminé. Malgré la défaite claire, Elisabeth refuse d'accepter le résultat, insistant pour qu'elle puisse encore se battre. Alors que d'autres l'encouragent à admettre la défaite, Elisabeth est enragée à la fin du combat, sentant qu'elle a perdu pour un piège bon marché. Konami admet qu'il a gagné en cassant son épée avec un coup de pied, considérant que c'est un moyen juste de terminer la bataille. Cependant, sa provocation ne fait qu'augmenter la frustration d'Elisabeth tandis qu'un autre spectateur commence à remettre en question la légitimité de la victoire. Consommée par la colère et entourée d'électricité, Elisabeth montre qu'elle n'a pas accepté la défaite. Tout en se préparant à continuer, il se rend compte que Konami a combattu sérieusement. Pour elle, le combat ne se termine pas. Elisabeth commence à perdre le contrôle et entre dans sa forme de bête, libérant une énergie intense et instinctive. Ses alliés réagissent de toute urgence, réalisant le danger imminent et ordonnant à Konami de prendre sa retraite. Lorsqu'il est sur le point de se transformer complètement, Elisabeth est enragée et se transforme complètement en sa forme de bête, prenant l'apparence d'un énorme loup. Face à cette transformation, Azado se sent incapable de lutter contre lui avec un pouvoir limité et décide de prendre sa retraite. Intimidé par la fureur et la force de son adversaire, Azado comprend qu'il ne peut pas continuer à se battre avec Elisabeth sous sa forme de bête et décide de suivre le conseil de Dornova. Prévoit de prendre sa retraite. Mais bien qu'il essaie de revenir en arrière, il se prépare à réagir si nécessaire. Alors qu'Elisabeth est signée en bloquant son chemin, la tension de la confrontation demeure. Bien qu'il soit gravement blessé et recouvert de marques, Rotti suscite une énergie puissante. Lorsque la bête avance, un allié court pour l'aider et le retire du danger. Préoccupé par son statut critique, Hazard réfléchit à sa faute en ne réagissant pas alors à l'attaque soudaine. Blessé, essayez de contrôler attentivement votre magie. Préoccupé que si vous utilisez trop de puissance sans contrôle, vous pouvez gravement blesser Elisabeth sous sa forme de bête. Il se rend compte que le contrôle de sa propre magie est déjà difficile et gérer la magie des autres est encore plus risqué. Comprenez que si vous calculez l'énergie, je pourrais tuer quelqu'un involontairement. Ce n'est pas une fierté ou une compétence, c'est un réel risque. Et il sait, bien qu'il soit blessé. Rotti est aidé par son partenaire tandis que la bête progresse furieuse et hostile. La transformation d'Elisabeth est toujours hors de contrôle, montrant une profonde haine envers les humains. Elle les poursuit sans pitié, exigeant une confrontation directe. Bien qu'il soit faible, Azado essaie de parler avec Elisabeth sous sa forme de bête. Il montre la fatigue et l'incertitude, mais se sent soulagé en remarquant qu'il peut encore maintenir une certaine rationalité. Cela suggère qu'il peut avoir un certain contrôle sur lui-même malgré la transformation. Même blessé et épuisé, Azado fait face à l'Elisabeth transformée. Réfléchissez à la façon dont il a été utilisé et jeté par le royaume, montrant l'empathie et la compréhension. Pendant ce temps, Elisabeth commence à se calmer et tout le monde observe attentif. Quelque chose d'important est sur le point de se produire. En écoutant quelque chose qui le frappe profondément, Asato change complètement. Son expression devient sombre et l'atmosphère qui l'entoure change terriblement. Elisabeth et d'autres ressentent le changement soudain et se mettent en alerte, sans savoir ce qui va se passer. Une fille court désespérée appelant Assad, se souvenant des moments où il l'a traitée comme une fille et l'a grondée. Malgré ses souvenirs, cela montre de l'affection et de l'inquiétude. Commencez à pleurer en courant vers lui. Lorsque la fille apparaît entourée d'ombre et de flammes, des souvenirs douloureux se réveillent en Rotti. Rappelez-vous des mots durs qui ont essayé d'enterrer, révélant un traumatisme profond qu'il voulait oublier. Rotti souffre d'un effondrement émotionnel, se souvenant d'une scène douloureuse du passé où quelqu'un l'appelant Aes-Osama le remercie avant de partir, le laissant tomber et tendre la main. Tout en ravive le traumatisme. Elisabeth observe silencieusement et une voix cruelle résonne dans son esprit, le qualifiant de héros pathétique. Visiblement secoué, Rotti vous supplie de vous arrêter. Incapable de contenir sa douleur, Dornova essaie de calmer Elisabeth et s'excuse avec Azad pour l'offenser, reconnaissant qu'il est un humain spécial. Cependant, un autre personnage ennuyeux réprimande Dornova pour avoir s'excusé auprès d'un humain, montrant une tension entre les côtés. En attendant, Azado est toujours perdu dans de fortes pensées, se demandant si tout était sa faute entraînée par la rage et la douleur. Rotti lance un coup de pied puissant sur le visage du loup, l'envoyant voler avec un impact brutal. Le coup est si intense que le loup commence à saigner par la bouche. Pendant ce temps, un allié observe surpris, criant le nom d'Azad. Surpris par son action agressive soudaine, le lobo stupéfait essaie de comprendre qu'il vient de passer. Il se rend compte qu'il a été jeté en l'air par un coup de pied de plus en plus rapide que tout coup qu'il avait ressenti auparavant. Comparez l'impact avec le moment où votre épée a été détruite, mais notez que ce coup de pied était encore plus puissant. Assad avance vers lui avec un regard féroce et déterminé, indiquant clairement qu'il n'hésite plus. Assad jette un coup dévastateur à l'ennemi,
l'envoyant en arrière. L'impact est si fort que certaines parties de l'armure adversaire se cassent et se propagent sur le sol. Même après le coup brutal, l'homme se lève lentement avec un sourire confiant. Comme si je commençais à prendre le combat au sérieux, le loup ressent quelque chose de bizarre et de temps. En réalisant que la situation changera de façon spectaculaire, observez l'ennemi enveloppant une aura sombre et brûlante, déclarant avec haine qu'il le brûlera vivant. Reconnaissant quelque chose qui peut être le vrai pouvoir ou la fureur de son rival, le loup y fait face sérieusement, comprenant que le combat est sur le point de s'intensifier. Malgré toutes les destructions autour, le gars reste ferme parmi les décombres. Désormais entouré d'une aura électrique intense et d'un regard déterminé, il déclare que le combat ne se termine pas et défie l'ennemi de continuer. Le garçon, entouré d'électricité et d'expressions sérieuses, charge dans le loup avec une vitesse extrême dans un mouvement rapide et brutal, frappe directement l'ennemi en tirant le loup avec le sol qui craque, le sol seulement, sa jambe toujours dans le sol. Immobile, notant qu'il aurait pu être complètement vaincu par le coup brutal, avance Roty avec une intention destructrice, ignorant les cris de la fille qui essaie de l'arrêter. Le sol explose avec le pouvoir qu'elle libère pendant qu'elle l'avertit que quelque chose de terrible pourrait se produire si cela continue. Mais Roty, bien déterminé, il dit que rien ne se terminera sans sa permission. Le Shava en pleurant le remercie pour tout, ce qui implique qu'il dit peut-être au revoir. À ce moment, une fille interrompt l'attaque d'Azad en l'attrapant fermement. Son corps est blessé et plein d'énergie, mais il dit fermement que cela est déjà devenu incontrôlable. Avec un look calme, il déclare que le combat a pris fin. Roty, gravement blessé et presque sans force pour se lever, serrait son poing comme essayant de ne pas perdre connaissance. Avec l'effort, il demande à Doriva de s'occuper d'Elisabeth. Puis son corps s'effondre sur le sol, tandis que tout le monde a l'air sous le choc et le désespoir. À une blessure et épuisé, Azado dit qu'il quittera Elisabeth sous sa garde et reviendra. Il admet que depuis le début, il a essayé de contenir la situation, mais il n'a pas eu la force d'éviter le combat. Type, soulagé de revoir Normal, explique que le niveau de magie qu'ils ont est comparable à celui des démons. Même ainsi, il regrette, n'ayant pas été auparavant, et accepte la responsabilité de prendre soin d'Elisabeth. Elle est inconsciente dans un bras, tandis que d'autres la regardent inquiets et choquants. Roty, toujours debout, commence à reprendre conscience et à réaliser ce qu'il a fait, se sentant honteux et perturbé. Voyant le mur détruit, il se demande s'il était vraiment responsable. Un personnage observe la scène étonné, pensant qu'un héros en colère est trop dangereux. Après la bataille intense, les personnages traversent les couloirs réfléchissant à ce qui s'est passé. On dit que la douleur et la tristesse qu'Azado a ressentie est devenue magique, expliquant leur réaction explosive. Ensuite, il s'excuse avec Elisabeth qui reste silencieuse, confuse et choquée. Des merveilles Roty pourquoi il déteste tant les humains et s'il en a mentionné quelque chose. Il est révélé qu'Elisabeth appartient à la tribu des loups, des êtres avec du sang démoniaque élevé qui vivaient dans les montagnes. Cependant, les humains ne les ont étiquetés que comme des bêtes, pas des démons, ils ont donc toujours été chassés. Étant une race faible, son nombre a été considérablement réduit. Elisabeth, étant la seule à avoir complètement hérité du pouvoir des Wolves, a réussi à atteindre le général étant encore jeune. Roty réfléchit sur la douleur d'Elisabeth et comprend que s'il était à sa place, il détesterait également les humains. Elle reconnaît que, malgré vivre libre, elle a choisi de protéger les démons opprimés au sein de l'Empire. Bien que immature et avec difficulté pour être honnête. Elisabeth est toujours une fille qui essaie de découvrir à qui faire confiance. C'est pourquoi il s'est approché de lui, cherchant à savoir s'il pouvait faire confiance à un étranger. Elphafa a expliqué qu'il avait pris soin d'Elisabeth quand il était enfant, comme une sœur aînée. Mais en rejoignant l'armée impériale et en gagnant de l'importance, Elisabeth a commencé à la voir comme une rivale, en particulier dans sa phase rebelle. Même ainsi, le LF montre qu'il est superpodeuse, révélant qu'à un moment critique. Le critique s'est arrêté avec une seule main. Il est clair que, bien que ce soit une femme de chambre, il est loin d'être ordinaire. Après les événements, la conversation se tourne vers la punition d'Elisabeth. Bien que tout le monde reconnaisse qu'il a agi de manière imprudente. Il décide que leur punition sera légère car la situation était inévitable. L'Elfa est blâmé de ne pas avoir arrêté Azad et il accepte sa responsabilité de perdre le contrôle, demandant également d'être puni. Tout au nom de la protection d'Elisabeth. Après l'incident avec la princesse Anna, la situation de l'Empire est devenue instable. C'est pourquoi ils ont rappelé Elisabeth sur le territoire du Nord. Mais son arrivée a causé plus de problèmes. Malgré cela, les blessures d'Aza ont été traitées avec de la magie et de la médecine, améliorant leur circulation. Elisabeth, grâce à son héritage de la tribu Wolf, devrait récupérer rapidement. En tant que punition, la magie d'Elisabeth sera scellée une fois qu'elle se remettra, l'interdisant à l'utiliser. La même restriction s'appliquera à Assad si vous souhaitez être puni. Il a été précisé que si quelque chose de similaire se reproduira, Elisabeth sera retirée de sa position de général. Bien que la décision soit difficile, la punition est considérée comme légère et Elisabeth elle-même en montre sa gratitude. Dans le discours, il est soutenu que lorsque quelqu'un montre l'intention de faire le bien, une punition plus douce est juste. L'objectif doit être ce que la personne fera à l'avenir, pas seulement dans ses erreurs. C'est pourquoi il semble plus bénéfique qu'Elisabeth. Bien qu'il déteste les humains,
il accepte la torréfaction, car cela aiderait à réduire les soldats malheureux. Donc, au lieu de punitions difficiles qui briseraient davantage les liens, la priorité est de préserver la stabilité de l'Empire. Après tous les conflits, Azad passe 3 jours à se reposer et à se remettre. Pendant ce temps, cela réfléchit à tout ce qui s'est passé. N'oubliez pas le transfert de magie réussi à Clarissa et se sent vraiment heureux pour cela. Bien qu'il ait la possibilité de ne pas se battre, il se souvient qu'il doit agir l'éthique dans ce nouveau monde où il pour être distrait et rôti, note que même. Merci d'avoir vu. Soudain, Elisabeth apparaît dans la chambre d'Azad en demandant. Surpris, il se lève rapidement, trouvant son approche rare et peu intimidante. Malgré la tension, elle essaie de s'assurer qu'elle ne vient pas avec une mauvaise intention, mais sa façon de parler ne fait que le rôti est plus inconfortable. Elisabeth se penche rôti, péchenant sincèrement à cause de ce qui s'est passé auparavant. Bien qu'il ressente de la douleur, il insiste sur le fait que c'était une forme d'autopolitique. Elisabeth explique qu'elle a été forcée de l'accepter par ordre de la reine du démon, mais précise qu'elle ne peut toujours pas l'accepter émotionnellement, bien qu'elle reconnaisse ses efforts. Il blâme de l'avoir mis à l'épreuve et de le traiter mal, disant qu'il a très mal pensé. Il dit qu'il ne cherche pas le pardon, mais il veut qu'il sache qu'il le regrette vraiment. Rôti, en revanche, dit qu'il ne peut pas accepter la compensation, mais ne nie pas le pardon. Bien que émotionnel, Elisabeth insiste pour le vouloir. Il modifie les choses, démontrant qu'il se soucie vraiment. Elisabeth admet qu'elle a causé Rôti et était arrogante en faisant trop confiance dans sa force. Il reconnaît qu'il a agi comme ça pour échapper aux souvenirs douloureux. Il se rend compte qu'il n'a jamais dépassé le passé et a seulement fui la vérité. Avec une aide Rôti, il fait enfin face à ses sentiments et révèle qu'il se sentait utilisé et jeté. Avec une expression sincère, Elisabeth. Abaissez le garde et étendez votre main au Rôti. Avec un regard émotionnel, il lui demande de prendre soin d'elle à partir de maintenant. Il se serre la main marquant un nouveau départ. Rôti répond avec un sourire tranquille. Beaucoup de goût, Elisabeth. Des sourires Rôti soulagés alors qu'il serre la main d'Elisabeth et elle demande timidement si elle lui a également pardonné. Il confirme sincèrement qu'il ne l'a jamais détestée. Elisabeth, excitée, sourit en retour, soulagée de savoir qu'il avait toujours l'amour depuis le début. Toujours désolée, Elisabeth demande Rôti pourquoi elle ne la rejoint pas. Voyant qu'il ne comprend pas, il explique que parmi les humains, c'est comme demander un mariage. Honnêtement, il admet qu'il veut l'épouser. Elisabeth surprend Azado avouant qu'elle aime sa force et sa bonté et qu'elle est différente des autres humains. Il promet de le protéger et de le faire. Elisabeth est heureuse pour le reste de sa vie, agissant totalement différent de la façon dont il s'est comporté auparavant. Elle demande si Rôti est en colère contre elle, mais il répond qu'il n'a été surpris que par la proposition de mariage si soudainement. Elle explique que dans sa culture, il est courant de former rapidement des couples. Cependant, Elisabeth révèle qu'elle sentait Clarissa en lui et demande si elle avait quelque chose avec elle, laissant un Rôti visiblement inconfortable avec la situation. Pendant la nuit, 2 personnages à capuche marchent rapidement. L'un demande si l'autre peut encore marcher. Et en recevant un oui, il insiste pour qu'il continue rapidement, profitant de l'obscurité comme couverture. Sa destination est la capitale impériale et prévoit de se faufiler pendant que tout le monde dort. Tout en parlant de questions importantes, un personnage informe qu'il a vu des gens du royaume d'Elnon. Comme ces informations proviennent directement des gens de l'Empire, tout le monde croit qu'il est fiable. La situation semble nécessiter une attention urgente, mais il y a encore des doutes et des inquiétudes parmi les personnes présentes. Il parle des aventuriers sceaux appelés, des gens liés à une guilde qui fait des missions. Mais ces dernières années, ces aventuriers ont cessé d'être neutres et ont commencé à entrer dans les conflits entre les pays, même en faisant la promotion des massacres de démons. Par conséquent, le personnage avec des cornes dit qu'il n'est plus correct de les appeler des aventuriers. Il discute de la façon dont les aventuriers reçoivent de l'argent secret du royaume d'Elnon pour peindre des démons comme des ennemis qui doivent être éliminés. Cela expliquerait pourquoi les aventuriers envahissent les territoires de l'Empire. Il croit que c'est une tentative de trouver quelque chose à utiliser contre le groupe, car ils ont perdu leur plus grand avantage. Anami Rôti. Il commente également que cela pourrait être la raison de l'accord supposé de la trêve, bien que dans la pratique, il semble une tentative de ridiculiser l'Empire. Il parle de la situation politique et militaire. Un personnage admet qu'il ne sait pas comment affronter l'Empire sans utiliser toutes ses forces. Le groupe croit que le royaume des aventuriers de Nonus prouvait le pouvoir de l'Empire et voir s'il vaut la peine de la guerre. L'objectif principal du royaume semble être dominer le sud. Comme ce que l'Empire n'affecte pas directement le royaume, certains ne veulent plus de guerre. La crainte est que si la guerre continue, d'autres pays voisins pourraient profiter pour attaquer les régions déjà endommagées, aggravant la situation. Le royaume d'Elsan est divisé en 3 factions avec des objectifs différents. La faction du roi veut unifier tout le sud avec une posture expansionniste et militariste. La faction de la princesse Ertante cherche la paix avec une approche plus diplomatique. La 3e faction, même sans nom dans cette scène, veut l'éradication totale des démons, montrant une posture radicale et hostile contre d'autres races. Ces divisions politiques indiquent que le royaume est fragmenté en interne,
chaque groupe à la recherche de ses propres intérêts. Ana apparaît assise sur un trône, avec une posture confiante et une expression sérieuse, représentant. Ensuite, un jeune homme avec sa tête apparaît, portant tendance ou démissionner, indiquant que quelque chose d'important. Il est sur le point de passer entre les deux côtés. Alors que le royaume avance avec son offensive, l'Empire retire et renforce ses défenses. Le protagoniste analyse sérieusement la situation. Il ne sait pas quelle faction il a envoyé à l'aventurier, mais il sait qu'il ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Il révèle qu'il a déjà envoyé des troupes en avant et que lui et Dora Noya se joindront également à la bataille. D'autres membres ont l'air silencieux, montrant la tension et l'attente pour les mouvements suivants. Konami regarde fermement la fille et déclare qu'il a décidé de se battre, bien qu'il sache que cette fois les ennemis sont humains. Sa préoccupation est claire, mais il maintient sa position déterminée, prête à faire face au conflit malgré le poids de ce choix. Avec conviction, le groupe décide de lancer l'attaque. Un point fermé symbolise la fermeté de la décision. Quiconque entrave l'objectif d'atteindre la paix sera vaincu, qu'il soit humain ou démon. Tout le monde montre une confiance renouvelée, suivant le leadership de Mao, Zama, prêt à affronter ce qui vient. Le groupe rencontre une détermination. Chacun prenant sa position, en avant, il y a un nouveau défi et un ermite, le prochain obstacle à affronter. Konami se prépare mentalement à la confrontation imminente, consciente que cette bataille sera décisive. Question s'il est suffisant que la reine du démon va devant, mais elle répond qu'elle doit maintenir sa présence pour intimider les ennemis en toute confiance. Il lui rappelle qu'ils ont également un héros de son côté. Quand il demande si Konami a appris à contrôler sa magie, il dit qu'il peut le gérer tant qu'il ne transmet pas ses limites. Elle le loue, reconnaissant son talent naturel. Elisabeth essaie de remonter le moral et dit qu'elle veut montrer son côté fort à Sato, mais la gronde rapidement et lui rappelle de protéger la base. Bien que désolé, il insiste pour y aller, mais d'autres soulignent qu'il se rétablit toujours et n'est pas apte à le protéger. Lutte. La situation génère une certaine honte, qui se termine par des excuses et une atmosphère plus détendue dans le groupe. Ana, assise sur son trône, révèle qu'elle savait déjà que la reine du démon avait survécu, mais dit qu'elle ne voulait tout simplement pas la tuer. Notez que la survie de l'héroïne a été un résultat inattendu mais intéressant. Commentant la bataille, Ana reconnaît que la situation de presque la mort a provoqué une grande croissance dans la reine des démons. Grâce à sa lignée, il voit ce moment fragile et décisif, à la fois pour l'ennemi et pour le plan qu'il est silencieux. Ana réfléchit à l'erreur de sous-estimer le héros invoqué et admet que ce serait un gaspillage. Les déchets ignorent votre potentiel. Il admet également qu'il ne peut pas exclure le pouvoir de la lignée de la reine du démon, en particulier à Leonstein, qui porte ce qu'elle appelle l'ingrédient parfait. Observant le conflit interne de la fille, Ana suggère que le vrai problème n'est pas des démons, mais quelque chose de plus profond et personnel que la plainte tandis qu'une figure ailée sombre se profile derrière. Ana observe tout calmement de son trône. La vision montre une créature avec une apparence angélique déformée qui déclare valoriser toute vie sauf la vôtre. Le groupe arrive à Milazar, une ville près de la frontière entre l'Empire et le royaume d'Elnon. Konami, toujours ébranlé, ressent les effets secondaires de son premier transfert de magie. Préoccupé, d'autres commentaient que l'utilisation de la magie peut provoquer ces réactions. Malgré l'inconvénient, il dit qu'il se sent mieux, tandis que la fille mentionne qu'elle a également trouvé le voyage fatigué et qu'elle aurait préféré venir à cheval. Le groupe atteint un village isolé habité par les elfes d'Elbosque. Un personnage réfléchit à la tension croissante, inquiète pour son maître qui a été arrêté. Il craint que, étant un elfe allié de démons, il peut également devenir un objectif de la faction d'Ana. Bien qu'il soit inquiet, il espère qu'il en est sûr. Le groupe se prépare pour le mouvement suivant. Un cheval à portée particulière, apparemment conscient, décide de rejoindre les soldats, tandis qu'une autre figure prend un commandement temporaire. La reine du démon prévient Konami des ennemis en première ligne. Notez que, bien qu'il y ait des soldats communs, les aventuriers sont anormalement forts. Konami, alerte et déterminé, confirme qu'il est prêt et ne baisse pas sa garde. Les troupes avancent à travers le champ jusqu'à ce qu'un commandant, attentif à son arrivée, voit une figure inattendue. Surpris, observé soigneusement comme un homme simple, avec des sandales. Il s'approche et demande s'ils sont les aventuriers. La tension augmente, soulignant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Une ombre s'approche rapidement et la tension grandit, mais quand elle se rebelle, elle n'est qu'une femme et un enfant qui fuyaient. Au début, les soldats se détendent, pensant que c'était une fausse alarme. Mais Konami ressent quelque chose d'étrange et son expression change, réalisant que la situation n'est pas aussi simple que la figure à capuche ressemble avant de ne pas être inoffensive, montre sa véritable intention en éliminant une épée et en lançant une attaque surprise. Le costume n'était que de la façade, et la fille, maintenant avec un regard et des larmes déterminées dans ses yeux, montre qu'elle n'est pas une simple civile. En remarquant l'attaque, Konami réagit au toucher, frappant fortement pour protéger ses alliés. La situation évolue à une bataille intense avec des coups rapides et dangereux partout. Après avoir contrôlé la menace pendant un moment, il court pour revoir l'une des victimes montrant une inquiétude et en gardant l'accent sur la protection du groupe. Konami et les autres réalisent que les deux figures sont hybrides.
probablement à moitié humains et à moitié démons couverts de blessures. Il conclut qu'ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas subir de discrimination et de souffrances causées par des préjugés dans la société humaine. Par conséquent, ils comprennent que beaucoup finissent par s'échapper sur le territoire de l'Empire à la recherche de refuge. Bien qu'ils voient les hybrides reçus par les démons, l'un des dirigeants exprime l'indignation en raison du traitement cruel que les humains leur donnent, souligne que bien que les démons puissent être hostiles ne font pas de discrimination contre les humains ou le contraste hybride en contraste. Les humains les traitent comme des bovins simplement parce qu'ils ont du sang démoniaque. Sa colère révèle un côté plus empathique des démons face à l'injustice que les autres souffrent. La fille a l'air sérieuse à Konami et dit que pour réaliser le monde pacifique qu'ils veulent, il sera nécessaire de faire face et de surmonter la discrimination humaine et bien qu'ils reconnaissent la dure de cette réalité, il déclare qu'il n'y a aucun moyen d'éviter la confrontation. Konami écoute en silence, en pensant à ses paroles et au chemin qu'ils doivent suivre. Face à cette dure réalité, Konami regarde l'horizon avec ses alliés et conclut que le monde doit changer. Bien qu'il ne sache pas jusqu'où il peut aller seul, il ressent le poids de la responsabilité et la présence de force qui s'opposent à son idéal. Alors que les ennemis observent froidement, il réaffirme son objectif, déterminé à faire tout ce qu'il peut pour transformer ce monde injuste. Konami et ses alliés sont confrontés à ceux qui sont responsables de la poursuite des hybrides, se demandant s'ils aimaient vraiment souffrir d'une fille et d'un garçon. L'un des aventuriers indique directement clairement que ce n'était pas amusant. L'atmosphère est tendue, avec de lourdes accusations dans les airs, montrant l'indignation de ceux qui refusent de voir des innocents souffrir dans ce monde tordu. Un aventurier révèle sa vision froide et préjudiciable, affirmant qu'il ne se sent pas coupable de chasser les hybrides parce qu'ils descendent des démons. Ces paroles allument la tension, provoquant l'indignation de ceux qui y sont confrontés. La Demon Girl le regarde avec mépris tandis qu'un autre membre du groupe avance, prêt à répondre fermement. Konami est interrogé par un aventurier pour savoir pourquoi un humain serait du côté des démons. Il répond ferme, il est naturel d'aider ceux qui souffrent devant leurs yeux, quelle que soit la race. Sa réponse directe et sincère montre la différence des valeurs entre eux. L'aventurier admet comprendre l'argument, mais indique clairement qu'il ne partage pas cette vision. Il méprise les démons avec arrogance, disant qu'ils ne sont pas humains. Ces paroles provoquent Konami, qui est visiblement irrité lorsqu'il a à nouveau entendu ses pensées. Rappelez-vous la chute de Léon et Stein, le roi démon tué et détesté par beaucoup, et se demande pourquoi il continue de traiter les démons comme des êtres inférieurs, ignorant leur douleur et leur humanité. Poussé par la rage et la frustration, Konami commence à émettre une puissante électricité. Ses pas sont fermes et son expression montre que sa limite de tolérance est passée. La fille à côté de elle le regarde inquiet, appelant son nom, mais il avance déterminé et chargé de pouvoir, prêt à agir. Konami marche sérieux, avec des pas fermes, disant qu'il est calme mais ne cache pas son irritation. Ses compagnons le suivent avec une certaine inquiétude, tandis que la fille explique avec un ton ironique qu'il est calme mais ennuyeux. La tension suit, mais le groupe reste uni. L'aventurier essaie de justifier ses actions, disant qu'il voulait éviter la mort, mais que voir Konami du côté démon ne peut être considéré que comme une trahison de l'humanité. Avec un aspect déterminé et un sourire sarcastique, Konami répond que ce discours ne fait que faciliter les choses. Maintenant que vous pouvez vous battre sans culpabilité. Konami avance sans hésitation envers les ennemis, les défie avec confiance. Cependant, un adversaire rapide. Lui rappelant qu'il ne fait pas face à un seul adversaire. Avec la magie, il soulève un énorme mur de pierre pour bloquer son avance. La confrontation s'intensifie et Konami se rend compte que le combat sera plus difficile qu'il ne le pensait. Avec les poings enveloppés dans l'électricité, Konami canalise toute son énergie et donne un coup puissant contre le mur de pierre avec force et détermination. Crier tout en cassant la barrière, faisant son chemin avec une force brute pure. L'impact est dévastateur, montrant qu'il ne se rendra à aucun obstacle. Après avoir détruit le mur, Konami attend avec impatience l'ennemi. Parmi les décombres, est la voix de l'homme qu'il a déjà causé. Maintenant à genoux calmement sur le sol. Avec un regard ferme, prêt à se battre, Konami le regarde, conscient que la vraie bataille est sur le point de commencer. L'ennemi se lève calmement et montre ses griffes, disant qu'il ne prévoit pas de combattre la mêlée. Avec des mouvements subtils et précis. Il est prêt à utiliser une autre méthode tandis que les gouttes tombent au sol, signe que quelque chose de dangereux est sur le point de se produire. Votre approche est claire, gardez la distance et attaquez avec la stratégie. L'ennemi invoque la magie noire transformant le sol en une mer noire de lui commencer à sortir des bras squelettiques suivis des esprits morts qui s'élèvent avec l'énergie maudite. Konami et ses alliés observent le temps. Réalisant qu'ils sont maintenant confrontés non seulement à un ennemi puissant, mais aussi à une armée des morts provenant des enfers. L'ennemi se présente comme le messager de la mort, capable de manipuler les ennemis et les transformer en soldats temporaires. Alors que Konami et ses alliés observent, il déclare que pendant qu'il vit, le nombre de décès dans son armée continuera de croître. Confiant, défie le groupe, bien sûr qu'ils ne peuvent pas le vaincre avec une force brute. La bataille est maintenant contre une armée de morts nourris par sa présence. Le groupe Azad est entouré d'une armée déverrouillée créée à partir de démons qui ont fui le champ de bataille dans le passé. L'ennemi prévient que bien qu'il soit mort,
Ces guerriers ont une force supérieure à celle des humains communs. La menace se développe, mettant le groupe à un désavantage numérique et entouré d'une force implacable. Face à la profanation des âmes des anciens guerriers, la fille est remplie de fureur. Bien qu'ils reconnaissent la puissance impressionnante de l'ennemi, il semble impardonnable d'utiliser les morts comme marionnettes. Plein de rage, je jure que ceux qui déshonorent leurs ancêtres paient avec leur propre vie, déclarant qu'un tel péché mérite 1000 décès. Le groupe principal s'approche de furieux mais reste concentré. Ils sont confrontés à un ennemi nigromante qui commence à invoquer une armée de non-mortes. En réponse, le protagoniste décide. Il agit fortement, éliminant les obstacles avec de puissantes attaques. Malgré l'augmentation de la force de l'ennemi, le groupe maintient sa stratégie. Le monsieur fait face à l'épée. La Demon Girl s'occupe du magicien, tandis que le protagoniste se charge directement contre le nigromante. La bataille devient intense. Parce que le méchant continue d'augmenter son armée de non-mortes avec les âmes des soldats tombés, forçant les héros à se battre avec tout pour l'empêcher de continuer à contrôler les morts. Le monsieur comprend le risque que le déverrouiller et arrive dans la ville et que rapidement prennent les devants. Épée à la main, ordonne aux soldats d'éliminer tous les ennemis avant de progresser. L'ordre est clair, personne ne doit s'échapper. Pendant que les guerriers se préparent, les squelettes continuent d'avancer, téléchargeant la tension pour le choc qui arrive. La confrontation directe entre le Rubio espadachin et le guerrier ennemi commence fortement. Les deux entrent en collision avec le pouvoir mais montrent rapidement que l'adversaire a un avantage physique. Malgré la résistance à la rotation, il est repoussé, sentant que la pression se développe tout en essayant de subir des attaques avec votre épée. Alors que le combat s'intensifie, le magicien ennemi essaie d'attaquer le groupe derrière. Mais la femme avec une apparence démoniaque intercepte rapidement l'attaque, faisant face à la confiance et provoquant un duel magique direct entre les deux. Le nigromante essaie de réagir et d'appeler des renforts, mais est surpris par la vitesse du garçon, qui progresse agressive, sans donner une chance d'évasion ou de distraction. Cela l'oblige à y faire face directement, prenant le contrôle de la confrontation. Le nigromante utilise une astuce pour s'échapper temporairement, échangeant un lieu avec une non-diade. Alors que le garçon essaie de comprendre ce qui s'est passé, l'ennemi profite de la distraction et se prépare à une attaque directe. Malgré cela, il révèle que se battre à distance est sa faiblesse, indiquant clairement que le combat rapproché le désavantage. Le nigromante essaie d'arrêter les progrès de l'ennemi ordonnant que ses inhabituels l'attaquent et le bloquent, mais le garçon avance sans hésitation, détruisant facilement le squelette. Notez que les corps invoqués deviennent plus fragiles et simples, signe que l'ennemi manque d'énergie ou de concentration. Bien qu'il sache que les morts vivants ont des âmes, le garçon remarque qu'ils manquent de conscience et agissent comme des marionnettes. Sentant le poids d'avoir à les combattre, il s'excuse en silence avant de lancer une attaque dévastatrice, éliminant sans hésitation les ennemis devant lui. Le garçon reproche le nigromante pour méprisant les démons et les utiliser comme outils, ce qui rend clair leur dédain pour cette attitude. Le nigromante réagit confus puis rit, reconnaissant que bien que humain, le garçon partage le même respect que les démons. Cela révèle un changement dans sa perception. Le garçon dit que les humains ne méprisent pas les démons, mais reconnaissent et craignent leur pouvoir. Pour lui, c'est la vraie raison des actions humaines. Cependant, le nigromante l'a confronté, disant qu'il ne comprend rien et le reproche d'être le véritable obstacle entre les humains et les démons de ne pas avoir vu la réalité telle qu'il est. La bataille entre les deux magiciens commence, et la femme avec des cornes reconnaît la puissance de son adversaire. Bien qu'il soit impressionné par le nigromante, notez que les deux ont une quantité et une qualité de magie qui dépassent la portée de tout humain. Tout en observant l'action du magicien, la femme aux cornes reflète que l'homme n'a normalement pas de grande aptitude magique, à quelques exceptions près. Il commence à soupçonner que ces gens auraient pu être invoqués, car il serait difficile d'expliquer autant de pouvoir uniquement pour les talents ou la formation. La femme avec des cornes commente que les soldats de la jeune fille sont occupés à combattre les morts vivants et ne viendront pas l'aider. Sur un ton provocateur, il dit que la fille est en difficulté. Méfiante, le magicien répond que s'il revient du côté de la noirceur, tout ira bien. Il affirme qu'ils sont spéciaux, montrant la sécurité et surprenant l'ennemi avec sa confiance. Le maga déclare fermement qu'un faible roi démon n'est pas rival pour elle. Pendant ce temps, la femme conclut. Les cornes observent surpris par la quantité de magie libérée. En réalisant que le magicien a un pouvoir comparable à celui de Sato, la pression magique est si intense que la barrière commence à échouer et estime qu'il ne peut pas le maintenir beaucoup plus. Après avoir libéré de la magie, la zone est couverte de fumée et de destruction. Le magicien reconnaît que, malgré la force montrée, la femme à cheveux clairs est vraiment une faible reine de démons. Il admet qu'il ne gouverne toujours pas aussi bien que son prédécesseur et reconnaît qu'il y a beaucoup plus de démons puissants qu'elle. Malgré cela, cela montre une personnalité insouciante disant qu'elle ne se lève que parce que la femme de chambre la sort du lit le matin, bien qu'elle reconnaisse ses échecs et ses limites. Des recommandations, les cheveux longs servent fermement sa position. Il déclare que, malgré tout, il est toujours la reine du démon. Son expression est sérieuse et l'aura autour de lui montre le pouvoir. Comprendre la responsabilité du rôle et déclarer qu'une position importante a été confiée.
Il est clair que, même s'il le considère faible, son titre a du poids et du sens. Alors que la reine du démon avance avec une étape ferme, le magicien blonde se sent sous pression par l'intensité de la confrontation. Effrayé, essayez de garder la distance, avertissant qu'il ne se rapproche pas. Malgré la tension, observez le duel magique avec confusion. Sans comprendre pleinement la force qui se déchaîne dans cette bataille entre les magiciens, la reine du démon saute avec précision et fureur, pointant directement son rival. Son regard ferme montre qu'il ne prévoit pas de revenir en arrière. L'autre magicien, se sentir le danger imminent, essaie de prendre sa retraite rapidement, mais ne peut pas cacher votre frustration pour une forte pression. Le magicien ne permet pas à la reine du démon s'échapper et à lancer une puissante attaque. Déterminé à tout finir là-bas, il concentre son énergie et prépare une explosion magique dévastatrice, jurant que cette fois, il la réduira en cendres. La reine des démons avance sans hésitation, mettant son ennemi au défi de libérer de près cette explosion. Avec un look ferme. Il demande s'il est vraiment disposé à libérer cette explosion si proche. La tension se développe et l'ennemi hésite, ressentant le poids de la décision et le risque d'être atteint par sa propre magie. La reine du démon profite du doute et donne un coup direct et puissant à l'abdomen. Le rival est surpris et ressent fortement l'impact, sans réagir à temps. L'attaque montre clairement qui contrôle le combat à ce moment-là. Le magicien tombe à genoux, clairement épuisé et vaincu. La reine du démon, confiante et imposante, gronde son ennemi pour se séparer de ses alliés dans la bataille. Il souligne qu'il était imprudent de faire face uniquement à l'armée des morts et d'elle-même. Avec un sourire sûr, il affirme son position, la plus forte avec le plus joli visage. Pendant la nuit, un jeune guerrier ne se bat que contre une horde d'inques. Il frappe puissant, détruisant les squelettes environnants. Tout en éliminant un autre ennemi avec un coup de poing magique, il se plaint de la colère de la gêne de ses bugs, mais continue de se battre avec détermination. Le garçon est toujours inlassable face à la horde de morts-vivants. Notez que le nigromante change leur stratégie, essayant de le submerger avec des chiffres. Malgré cela, il fait totalement confiance à sa force physique, sa vitesse et son mana que le clair le restaure. Sur ce, il pense qu'il n'aura aucun problème à mettre fin aux soldats déverrouillés. Malgré sa force, le héros commence à remarquer des signes de fatigue. Se rend compte que si vous continuez à attaquer un point spécifique, cela pourrait devenir dangereux. Le nigromante observe de loin et commente que les mouvements du héros se trompent, le provoquant et se demandant où il a déjà fait confiance. Le nigromante se moque du héros, disant qu'il est déjà mort ce jour-là dans le château du démon. Il affirme que la force herculéenne utilisée par le héros est une magie secrète éligible rare parmi les humains. Malgré cela, le héros réaffirme son idéal. Il cherche la paix entre les humains et les démons, bien qu'il l'avertit en tant que traître. Le nigromant rit de son ambition, l'appelant non-sens et dit « Un héros qui soutient l'ennemi est déjà pratiquement mort ». Le héros montre sa frustration face à l'ignorance des humains sur les démons. Pendant ce temps, une femme critique fermement l'idée de paix entre les humains et les démons, l'appelant la folie. Il mentionne que la princesse plus âgée soutient désormais l'extinction des démons et même la sœur cadette, considérée comme naïve, veut la paix. Frustré, le héros conclut que le vrai problème est que les humains ne comprennent tout simplement pas les démons. Le héros réfléchit à ses expériences avec les démons, se souvenant qu'il a connu beaucoup de gars, certains qui ont aidé les humains et d'autres qui les ont attaqués. Malgré cela, il croit que tout le monde a quelqu'un qu'il veut protéger, tout comme les humains. Pour lui, la différence entre les races n'est pas si grande. Mais l'antagoniste le contredit, disant qu'il y a une différence claire. Les démons sont une espèce à longue durée de vie qui pour lui est ce qui les différencie fondamentalement des humains. Le héros reconnaît une dure vérité. Bien que les humains entrent dans une vie, il est encore extrêmement difficile de vaincre les démons qui ont un grand avantage de vivre beaucoup plus longtemps du point de vue humain, les démons semblent exister seulement pour les détruire conclut que. En fin de compte, les démons sont essentiellement une espèce supérieure. Face à une horde de squelettes, le méchant révèle sa haine envers les démons, déclarant qu'ils sont maudits pour naître avec tout. Il croit que les humains ne feront que la paix éliminant complètement les démons. Avec son avantage numérique actuel, il voit cela comme l'occasion idéale et déclare que le combat ne se terminera que lorsqu'un côté sera détruit. Lorsque le jeune héros descend, un squelette apparaît derrière lui, sur le point d'attaquer. Un allié intervient avec un cri d'avertissement, réprimande le héros pour distraire en pleine bataille. Le héros résiste à l'attaque surprise et commence fermement la tête du squelette ennemi. Malgré cela, il découvre que les morts-vivants étaient particulièrement fabriqués par l'ennemi, servant de lettre sous sa manche. Le combat s'intensifie lorsqu'il est révélé que la décapitation ne suffit pas pour les arrêter. Le héros essaie de profiter d'une ouverture à l'attaque, déterminé à terminer le combat. Cependant, il est surpris par une contre-attaque directe. L'ennemi remarque son inexpérience au combat presque et le frappe dur, critiquant sa distraction et sa confiance prématurée. Le héros décide de contre-attaquer en utilisant les têtes des soldats ennemis comme arme, surprenant le nigromante. Au début, l'ennemi doute de l'efficacité de la stratégie, croyant que son mur d'incréation résistera. Mais il reconnaît qu'avec la force surhumaine du héros,
les résultats pourraient être très différents. Après avoir réalisé que quelques soldats ne suffiront pas pour arrêter l'attaque du héros, le nécromancien ordonne à tous les morts vivants de se rencontrer devant lui. Désespéré, utilisez des squelettes comme boucliers, essayant de se protéger de l'agression imminente. Le héros profite de la distraction de l'ennemi et le surprend avec une attaque directe que le nigromante, surpris, se rend trop tard qu'il est tombé dans un piège pendant que le héros progresse déterminé, l'ennemi est submergé par la confusion et le doute. En remettant en question ses propres actions, le héros donne un coup direct au visage de la nigromante, l'envoyant voler. Le voyant tomber en l'air, il renforce sa conviction. Il ne permettra jamais à quelqu'un comme cet homme de continuer à utiliser des démons comme outil. Le nigromante est violemment jeté au sol, stupéfiant après le coup. Bien que blessé, il essaie de se lever tout en faisant face à son adversaire qui s'approche. Se battant, il commence à parler, déterminé à justifier ses actions malgré la défaite imminente. Entouré par les restes des morts vivants, le garçon réprimande fortement l'ennemi pour avoir traité des vies comme des outils jetables. Le nigromante, riant amèrement. Il essaie de se justifier en disant qu'il n'est toujours qu'un enfant, montrant sa frustration face à la condamnation inébranlable de l'adversaire. Assis parmi les restes de la bataille, le garçon admet son immaturité et son manque d'expérience. Étant que vous avez encore beaucoup à apprendre. Malgré cela, il croit que les humains et les démons peuvent coexister. Le nigromante vaincu, allongé sur le sol, essaie de l'avertir que cette union est impossible. Mais le garçon insiste pour croire qu'un avenir différent est possible. Le nigromante, blessé et proche de la mort, regarde le ciel tout en réfléchissant au monde. Première fois, il considère qu'il peut y avoir un espoir. S'il y a quelqu'un avec un look pur à celui d'un enfant, peut-être que ce monde peut encore changer. Avec un léger sourire, accepter cette possibilité avant sa fin. Le nigromante, gravement blessé, essaie de se lever, mais son corps ne répond plus. Pendant ce temps, d'autres commencent également à souffrir, dominés par une force mystérieuse. Des cris de douleur résonnent tandis que le chaos s'étend et la peur envahit les personnes présentes. Alors que le nigromante est consommé par l'énergie sombre, il comprend qu'à partir du début, il a été trompé par une femme qu'il a utilisée comme pion dans son plan. Sans chance d'échapper. Il comprend que ce n'était qu'une pièce jetable pour les vrais méchants derrière la situation. Le corps de la nigromante est écrasé sans pitié tandis que l'énergie sombre s'étend. Au milieu de la destruction, quelque chose de grotesque commence à prendre forme. Une créature puissante et déformée s'élève de l'ombre, révélant que la mort de la nigromante n'était que le début de quelque chose de plus dangereux. Alors que le groupe regarde le ciel, notez une figure imposante émergeant devant la pleine lune. L'atmosphère change avec l'apparition de cette silhouette avec des ailes étendues, et la tension augmente. L'affrontement s'étend entre eux. Quelque chose d'anormal et puissant est sur le point de descendre. Une créature imposante apparaît devant la lune. Son corps musclé et ses ailes noires rayonnent de puissance et de menace. Ses yeux féroces tout autour de lui pendant que sa présence rend l'air dense. Le doute envahit le groupe. Ce n'est pas seulement un ennemi. C'est quelque chose au-delà de la compréhension. Le groupe étouffe la créature devant la lune, incapable de comprendre ce qu'il voit. L'être ailé progresse imposant, les pointant directement. La tension augmente rapidement et un allié réalise le danger imminent, criant de sorte que tous remontent avant qu'il ne soit trop tard. Le protagoniste fait face à la créature fermement même en danger, une main attrape une épée symbolisant la décision de combattre. L'ennemi ailé, sans hésitation, invoque une sphère d'énergie et la jette fortement contre le sol, commençant la confrontation. Le groupe est obligé de retourner au pouvoir écrasant de l'ennemi. Avec un simple geste, l'être ailé crée un énorme cratère sur le sol, laissant tout le monde sous le choc. La fille commente l'ironie à quel point il sera difficile de faire face à une menace aussi absurde. Face à la menace, Mademoiselle Démon ordonne d'évacuer tous les civils vers la ville éligible à proximité. Alors que les soldats de l'Empire doivent retirer et assembler la défense, bien qu'ils aient des doutes sur cette stratégie, elle s'assure que les soldats normaux ne pouvaient même pas chatouiller l'ennemi. Le protagoniste, les batterie bien. Demandez si elle connaît personnellement le rival. L'être ailé est identifié comme l'ennemi de tous les démons, sérieusement, de tous les êtres vivants de Nostalia. C'est une entité maléfique qui veut détruire le monde. C'est pourquoi ils ont mis un nom symbolique et bien menaçant, Fallen Angel. Ils disent qu'ils l'appellent Fallen Angel juste son apparence, car il n'est pas vraiment un véritable ange. Ils ne l'ont jamais vu dans l'Empire L100, mais là, ils le mentionnent. Ils croient que c'est comme une arme vivante de l'Empire parce qu'elle apparaît de nulle part et attaque brutalement. Vous ne pouvez pas communiquer avec lui, ce qui renforce l'idée qu'il semble ne s'oppose qu'à des objectifs spécifiques. L'ange déchu est super puissant et attaque sans avertir ni ne donner la chance de négocier. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, essayez de tuer le contact. Bien qu'il ait beaucoup de force, il faut pour récupérer après avoir lancé son rayon de lumière et cela donne une petite fenêtre d'opportunité, donc le Shavadi que Sub doit être prêt. Parce qu'ils devront l'éliminer. Même les aventuriers les plus expérimentés évitent de dire, de tuer, par respect et leurs idéaux de paix, mais prêt. Un Shava qui a toujours défendu la paix entre les races a déclaré que cet ennemi doit être éliminé,
C'est quelque chose de sérieux qui en découle, qui montre le niveau de danger que l'ange déchu représente, clairement à quel point le bâtard est vraiment déterminé. Chargement d'un poids émotionnel très lourd. Il pense que s'il ne protégeait pas le groupe maintenant, tous, à la fois ceux de la ville et les soldats qui viennent, seront massacrés. La honte de survivre à savoir qu'il a laissé tant de gens mourir serait insupportable. Poussé par ce sentiment, progresse sans crainte. 2 alliés sont jetés, épuisés et blessés après le combat. L'un d'eux lâche qui a fait face à un ange tombé et promet d'arrêter de parier s'ils survivent. L'autre s'installe en silence. Mais la chose empire lorsque l'ange déchu apparaît à nouveau, saisissant les deux sans problème. Un, bien effrayé, pense juste qu'il ne veut pas mourir. Craignant la réaction de Clarissa que pour l'ennemi, le protagoniste est dangereux pour l'ange déchu qui vient d'utiliser une attaque puissante.